Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'History Club, le podcast qui vous raconte les petites histoires qui ont fait la grande. L'amour est un sentiment tellement fort qu'il a changé de nombreuses fois le cours de l'histoire. Laissez-moi vous raconter une histoire dont je suis certaine que vous n'avez pas beaucoup entendu parler. Je vous présente Joséphine de Beauharnais, connue aussi sous le nom d'impératrice Joséphine Bonaparte, et vous allez voir, cette histoire ne vous laissera pas indifférent. Joséphine, de son vrai nom, Marie-Joseph Rose de Tacher de la Pagerie, est née en Martinique le 23 juin 1763 dans une plantation de sucre. Elle est la fille aînée du seigneur Gaspard Joseph de la Pagerie et de Rose de Verge de Sanois, fille unique d'une famille de planteurs. On peut dire qu'elle a une enfance douce et heureuse dans son grand domaine, mais une enfance assez pauvre. Même si elle est remplie de prestige, sa famille a de grosses difficultés financières. Joséphine est une adolescente douce, un peu paresseuse, mais surtout très capricieuse. Elle n'assume pas ses dents qui ont été ravagées par le sucre et a appris à sourire en gardant les lèvres toujours fermées, ce qui lui donnera toute sa vie un air énigmatique. En 1779, elle est envoyée en métropole afin d'épouser Alexandre de Beauharnais. C'est le fils du marquis François de Beauharnais qui a pour maîtresse la tante de Joséphine, et sa tante se dit que ce serait une super bonne idée qu'une de ses nièces se marie avec le fils de son amant. C'est pas du tout bizarre, mais enfin le mariage est célébré le 13 décembre de la même année. Joséphine a alors 16 ans et Alexandre 18. Ce n'est pas une union heureuse, même si Joséphine est très amoureuse de son mari. Lui, pas vraiment. Il devient militaire et il est énormément absent, et lorsqu'il n'est pas en garnison, il est ailleurs. Son épouse se sent délaissée et elle lui reproche le manque de correspondance que son mari entretient avec elle. Et lui, il lui reproche son manque d'éducation. Ce n'est pas une bourgeoise parisienne et il en voudra toute sa vie à son père de l'avoir forcé à épouser une femme aussi peu éduquée. Bref, on peut pas dire que l'ambiance était super sympa à la maison, mais elle arrive tout de même à donner naissance à son premier enfant, un fils, Eugène, qui, vous allez le voir un peu plus tard, aura un grand rôle à jouer. Même si elle n'est pas heureuse en mariage, son statut marital lui permet de rentrer dans les plus grands salons parisiens. Elle commence à se faire une place dans la haute société pendant les longues absences de son mari. Il décide même de partir en Martinique, donc l'île de sa femme, sans elle, pendant plusieurs mois avec sa maîtresse, Madame de Longpré. C'est vraiment super sympa. Et entre-temps, les choses elles vont se gâter, car Jojo, elle tombe enceinte de son deuxième enfant, la petite Hortense, qui deviendra d'ailleurs reine de Lande un peu plus tard. Son mari est furieux quand il apprend parce que il est absent surtout, Il l'accuse d'adultère et lorsqu'il revient en France, il oblige sa femme à rentrer au couvent. Mais ça va pas, non ? Elle décide alors de porter plainte auprès du commissaire de Paris et un procès a lieu qu'elle gagnera. Haha, bien fait ! Alexandre est alors condamné à verser une pension alimentaire à sa femme et elle obtiendra aussi la garde exclusive des enfants, au moins jusqu'aux 5 ans de son fils aîné. Mais attention, ils ne sont pas divorcés. Ils ne vivent plus ensemble, ils n'ont plus de compte à se rendre, mais à l'époque, le divorce est vraiment, vraiment mal vu. Alors que faire un procès à son époux pour qu'il t'envoie une pension alimentaire, c'est beaucoup mieux vu. Bref, les enfants et notre Jojo quittent le couvent et s'installent à Fontainebleau, chez le papa d'Alexandre, quelque temps, et puis avec sa fille Hortense, elle ira vivre en Martinique pendant 3 ans. Alors qu'elle pensait enfin pouvoir être un peu tranquille et vivre une vie un peu pépère au soleil, bim, que voilà, la Révolution française. Et oui, elle va être chassée de son île par les contre-coups de la Révolution et la révolte des Noirs. En 1790, elle rentre en France et on se rappelle à ce moment-là qu'elle est toujours mariée. Et son époux, en fait, il est ultra actif dans la Révolution et il devient membre du club des Jacobins et même président de l'Assemblée constituante. Ça rigole plus.
Et ça va clairement plus rigoler, parce qu'Alexandre, il est arrêté en 1794 et il est transféré à la prison des Carmes pour se faire guillotiner, notamment pour le rôle qu'il a joué dans la fuite de Marie-Antoinette et du roi Louis XVI à Varennes. Son épouse, qui est toujours très amoureuse de lui, fait jouer toutes ses relations auprès de ses amis ou encore de ses anciens amants pour le faire gracier, ce qui malheureusement échouera, et elle se fera écrouer à son tour. Ça devait être sympa les retrouvailles dans la prison. Heureusement pour elle, la chute de Robespierre intervient in extremis et c'est la fin du règne de la terreur. Elle est libérée par Charles de la Bussière, qui était probablement amoureux d'elle, comme pas mal d'hommes qui l'ont croisée, sauf son mari, vous voyez l'ironie. Après la prison, elle se retrouve sans un sou et s'installe chez son amie Madame de Tallien. Avec elle, elle retrouve le plaisir des mondanités et surtout le plaisir de la séduction. Personne ne lui est indifférent et elle séduit le général Barras, ainsi que des banquiers et d'autres députés qui vont l'aider à faire des montages financiers qui vont la rendre riche. Et son ascension dans la société parisienne est fulgurante. On ne parle que d'elle et on ne voit plus qu'elle. Elle est à la tête de ce qu'on appelle les merveilleuses, des femmes qui font et défont la mode par leur tenue et leurs soirées somptueuses. C'est dans un des salons que la première rencontre entre Bonaparte et Joséphine aura lieu, mais à ce moment-là, aucun des deux ne fit attention à l'autre. Et puis le monde bascule. Eugène, le fils de Jojo, écrit une lettre à Napoléon, qui est général de l'armée, pour pouvoir récupérer un sabre qui appartenait à son père. En effet, les Parisiens, suite à la Révolution, n'étaient plus autorisés à avoir une arme chez eux, mais c'était vraiment important pour Eugène d'avoir un souvenir de son père. Touché par la démarche, Napoléon lui aurait rendu, et pour le remercier, Joséphine lui aurait rendu visite. Et bim! Napoléon tombe follement amoureux d'elle, et il trouvera n'importe quel prétexte pour lui rendre visite, jusqu'à ce qu'il se fiance. Et on peut dire que c'était une véritable histoire d'amour. Sauf que l'amoureux transi est une personne extrêmement jalouse, et il décide de rebaptiser sa femme Joséphine pour pouvoir effacer sa vie d'avant. Et le 9 mars 1796, ils devinrent mari et femme devant un très petit comité, et même la famille de Bonaparte n'était pas invitée. Pour la petite histoire, on raconte qu'ils ont profité du peu de témoins pour falsifier leur état civil. Joséphine se serait rajeunie de 4 ans, et Bonaparte vieillit de 18 mois pour que leur différence d'âge ne soit plus que d'1 année. Et s'ils se marièrent très vite, c'est parce que Napoléon est nommé chef de l'armée en Italie et il doit partir, mais aussi parce que Joséphine est enceinte. Et alors, d'un tempérament jaloux et passionné, avant de partir, Bonaparte fait promettre à sa femme de lui écrire tous les jours, ce qu'ils vont faire, mais il va lui reprocher d'être moins exalté que lui dans ses lettres, et surtout il ne comprend pas pourquoi elle continue sa vie mondaine, alors que lui, il risque sa vie. Après l'armistice de Cherasco qui suit la défaite du roi de Sardaigne en Italie, Napoléon supplie sa femme de venir le rejoindre, mais elle préfère rester à Paris, et surtout parce qu'elle est enceinte. Et puis, sous la pression de son époux, elle cède, et pendant le voyage, elle attrape une infection urinaire qui lui fera perdre l'enfant et la rendra stérile. Le couple restera en Italie jusqu'à la signature du traité de Campio Formio, le 17 octobre 1797. De retour en France, le couple devint alors ultra populaire grâce aux victoires de Napoléon, et Napoléon, il l'envoyait un peu partout. Et le couple semble heureux en apparence, par contre dans l'intimité, c'est vraiment différent. Parce que lui, il est vraiment très possessif, et elle est très volage. Elle est notamment la maîtresse d'Hippolyte Charles, le capitaine des hussards. Et elle a aussi un grand besoin d'indépendance, et d'ailleurs dans ce but, elle va faire l'acquisition du château de Malmaison, où elle donne l'illusion d'y attendre patiemment son mari, alors qu'elle n'est pas vraiment seule. Et son mari, il va devenir le premier consul en 1799. Et on fait un petit rappel, si la carrière de Napoléon décolle super vite, c'est notamment grâce aux relations de sa femme. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse, parce qu'on va accuser souvent Joséphine d'avoir influencé son époux pour le rétablissement de l'esclavage en 1802, mais c'est un faux procès, car au contraire, elle aurait essayé d'utiliser son influence pour l'en dissuader. Dans leur couple, une des questions les plus houleuses, c'est le problème de la descendance. Alors Joséphine a une idée pour sortir du piège de l'hérédité, puisque elle est stérile.
elle décide de marier sa fille Hortense au frère cadet de Napoléon, Louis Bonaparte, et elle veut adopter les futurs enfants de sa fille. Comme ça, Jojo et Napoléon, ils auront alors leur héritier naturel. Malin, non? Et le 18 mai 1804, c'est la consécration ultime. Napoléon est proclamé empereur héréditaire des Français. Il se fait sacrer le 2 décembre de la même année et décide de couronner sa femme bien-aimée qui devient alors impératrice. On n'avait pas vu ça depuis Marie de Médicis. Alors qu'ils ont enfin tout ce qu'ils ont toujours désiré l'un et l'autre, leur couple n'est plus. L'empereur qui était fidèle jusque-là a alors des dizaines de maîtresses et malheur, l'une d'elles lui donne un fils naturel. Ce qui prouve à Bonaparte qu'il peut avoir des enfants et il exige d'en avoir. Ce qui fragilise la position de sa femme. Surtout que le premier enfant de sa fille, qui était du coup censé être l'héritier du trône, il meurt très vite et très jeune. Le manque de descendants devient alors une affaire d'État et le divorce est la seule solution. Le 15 décembre 1809, le couple n'est plus et Napoléon épouse Marie-Louise d'Autriche l'année suivante. Joséphine se retire alors à Malmaison et reçoit toujours le soutien financier de son ex-mari, sans cette fois devoir faire un procès. Elle mourra d'une pneumonie le 29 mai 1814 à l'âge de 50 ans. Marie-Joseph Rose de Tacher de la Pagerie est une figure emblématique de l'histoire française. Elle a laissé une trace indélébile dans l'histoire, que ce soit par son influence sur les hommes, son influence sur le monde de la mode, ou par ses enfants. En effet, Eugène de Beauharnais deviendra vice-roi d'Italie, et sa sœur Hortense, reine d'Hollande. Rien que ça. Rarement une histoire d'amour fut aussi passionnée et houleuse à la fois. Malgré leur divorce, les époux ne s'oublièrent jamais. Je ne résiste pas à l'envie de finir cet épisode par des mots que Napoléon a écrits à son épouse adorée. Les charmes de l'incomparable Joséphine enflamment continuellement mon cœur d'une flamme ardente et lumineuse. C'était History Club. À bientôt.